Bon, bonjour à tous, à toutes. Voilà, je suis très content de faire ce point du vendredi. Désolé d'avoir décalé un petit peu aux dernières minutes la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va parler de stress test principalement et d'une des manières de les gérer, à savoir l'outil JMeter. Donc j'ai un petit icebreaker avant, donc je vais choisir quelqu'un au hasard. Au hasard, est-ce que JF est là? Non. Bon. Allez, est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour dire les stress tests sans stress? Les stress tests sont stress ratés. Pas mal quand même. Non, parce que j'ai essayé de m'entraîner, j'ai jamais réussi. Donc, allez, c'est pas grave. Donc, on va parler très rapidement, très rapidement du contexte, pourquoi on a dû faire des stress tests. Ensuite, je vais parler assez longuement de ce qu'est un stress test, de la méthodologie, voilà, un petit peu rentrer en détail. On va faire un petit point sur JMeter, du coup, comment fonctionne JMeter, quel est on va dire, quelles sont ses particularités, à quoi ça ressemble, etc. Et on va terminer sur un cas concret. Donc j'ai le point étant ouvert au public. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des personnes de l'extérieur de TCM, mais le point étant ouvert au public, j'ai tenté d'être anonyme sur les copies d'écran, etc. J'espère que je me suis pas raté. Donc je ne parlerai pas directement du client ni du projet, mais donc c'est voulu quoi. Alors le contexte, c'est simple, l'application du client, partie des ce qu'on appelle les non-functional requirements. L'application du client doit répondre correctement à une charge qui vont aller jusqu'à 1500 personnes simultanées. Donc ça en général, on dit bon, facile, hein. Et puis en fait, dans TCM doit faire des stress tests et on va dire piloter les optimisations nécessaires pour que ça fonctionne. Là, tout de suite, on faisait un petit peu moins les malins et du coup, c'était un peu le début de l'aventure. Alors, les stress tests. À quoi ça sert un stress test? Le stress test, ça peut servir à plusieurs choses et il faut pas confondre stress test, load test ou juste sanity test, etc. Donc, si je parle des stress tests, l'idée c'est d'anticiper un comportement le plus proche possible de la réalité de ce que sera l'activité sur une plateforme digitale notamment, et bah, de pouvoir régler la plupart des conséquences, enfin des causes qui pourraient avoir pour conséquence le fait que l'appli ne réponde plus. Ça, bien sûr, une application qui répond plus en fonction des applications, mais bon, quand on a une application à 1500 utilisateurs simultanés, vous imaginez bien que si l'application ne répond pas pendant un certain temps, on va forcément quelque part perdre de l'argent ou alors si c'est un site public, perdre au niveau de l'identité de marque, des choses comme ça. Et donc c'est d'identifier en fait tous les points, on verra plus tard, tous les points de vulnérabilité, tous les points sensibles de l'application, que ce soit de nature de complexité, d'infrastructure, d'architecture, etc., qui vont être les points à céder en cas de forte affluence ou de forte activité. Voilà. Après, il faut quand même se rappeler, il faut savoir que des stress tests, c'est jamais le reflet de la réalité. Donc c'est plutôt une garantie qu'on achète et qui nous conforte dans le fait qu'on puisse, ok, se dire, allez, on ouvre une plateforme à un grand nombre d'utilisateurs et on pense que ça devrait bien faire. C'est pas, pas une garantie, c'est plutôt un indice de confiance. Dans les stress tests, nous en parlons un petit peu juste avant, il y a une notion qu'il faut comprendre qui vient de mon monde avant l'informatique, qui est l'agronomie, l'agriculture notamment. C'est la notion de facteur limitant.
Donc la notion de facteur limitant de manière générale, c'est que la croissance d'une population, donc notamment, je sais pas, vous imaginez un champ de blé ou une colonie bactérienne, peu importe. Donc cette croissance, elle n'est pas déterminée par les ressources, enfin, par l'ensemble des ressources disponibles. C'est-à-dire parce qu'il y a plein de ressources qu'une colonie ou qu'une population va croître indéfiniment. En fait, elle est limitée, elle est définie par le facteur limitant. Voilà. Donc, il y a beau avoir plein de choses à manger, s'il manque un des aliments, on va dire, de cette colonie, etc., bah, on ne pourra pas aller au-dessus de ce que nous permet de faire cette ressource limitante. Et ben en fait, ça marche pareil pour les performances web. C'est-à-dire que vous avez beau avoir 78 000 gigas de RAM et plein de CPU, si à un moment il y a une configuration qui a été faite au niveau de la base de données qui dit que vous pouvez avoir maximum 5 transactions, enfin 5 connexions ouvertes en parallèle, ben, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et en fait, la démarche, donc c'est la démarche des stress tests, c'est une démarche itérative. Donc bien entendu, il y a une partie qu'on va faire un petit peu au début qui est la définition des scénarios tests, c'est-à-dire quelle activité on va simuler pour être au plus proche de réalité, comment on va doser les différents scénarios, un stress test de plusieurs scénarios, quelles sont les variables de ces scénarios, quel scénario va démarrer avant, combien d'utilisateurs, quelle est la proportion d'utilisateurs qui va réaliser tel scénario, etc. Et puis après, on va avoir une démarche itérative qui est de dire, bah, OK, on exécute le stress test, on mesure, on prend des mesures pendant ces stress tests, que ce soit des mesures de ressources, que ce soit des logs serveurs, etc. Et on va identifier ce fameux facteur limitant. En tout cas, on va essayer d'identifier ce fameux facteur limitant. Une fois qu'on l'a identifié, on fait des optimisations qui portent sur ce facteur limitant, des optimisations de code, c'est ce qui paraît le plus obvious, j'ai envie de dire. On va réduire la complexité d'un code, on va éviter que un ensemble de boucles fasse trop d'appels à la base de données, et on va préférer du coup mettre en place des caches, mettre en place des requêtes d'agrégation, des choses comme ça. Mais ça peut être voilà, plein d'autres choses, ça peut être des optimisations, ce qui est assez courant et qu'on fait très souvent au début, c'est il manque des index sur une base de données, on va les rajouter. On va faire de la configuration, ou on va carrément pousser un peu plus loin sur l'architecture, ajouter une brique logicielle qu'on n'avait pas avant parce que on pense que sans ça, on n'arrivera pas plus loin en termes de performance. Donc, je sais pas, je parle par exemple de si on a plusieurs sources de données différentes, mettre par-dessus un Elasticsearch qui va permettre d'indexer des documents qui soient complexes, qui vont intégrer des informations de plusieurs sources de données. Et on recommence. On lance les stress tests, on va mesurer que sur ce facteur limitant, on a progressé, on va essayer de mesurer cette progression, et puis on va identifier éventuellement un nouveau facteur limitant, etc., etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie déjà? Bon, je passe, j'espère qu'il y aura quelques questions à la fin. C'est où je me sens très seul, mais c'est normal. C'est à chaque fois pareil. Question. On est avec toi. Ah, merci, ça fait du bien. Je me sens moins seul là tout de suite, j'entends des voix, ça fait plaisir. JMeter, ça ressemble à quoi? JMeter, c'est un outil développé en Java. Comme tous les outils en Java, ils commencent souvent développé en Java, ils commencent par J. Il termine par J, peu importe. Il est open source, après licence Apache Foundation. Il est spécialisé initialement dans les stress tests et notamment dans les stress tests HTTP, donc tout ce qui est web. Hein. Il a quand même, alors c'est pas du tout l'utilisation que j'en ai faite, mais il a quand même développé d'autres capacités de test sur des divers protocoles, FTP, SOAP, JB, donc Enterprise Java, je sais plus quoi, enfin c'est du Java. Donc il est devenu très pluridisciplinaire. On peut faire autre chose que des stress tests, on peut tester autre chose que des web apps.
Il est pas hyper sexy, hein, je vous avoue, mais il est quand même plutôt bien fait et il est aussi très facile, étant open source et il y a quand même une certaine communauté autour. Il est facile aussi à personnaliser, on peut créer des plugins, etc. Alors, c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Les principaux composants de Zimeter, donc quand en fait vous allez créer quand vous allez faire des stress tests, vous allez créer un test plan. Donc, le plan de test, c'est l'élément racine de vos scénarios. Cet élément, donc le test plan, on va définir les principales métriques, donc les valeurs par défaut des variables, comment les thread groups qu'on va avoir après vont s'enchaîner, est-ce qu'ils vont s'enchaîner ou pas, est-ce qu'ils vont s'exécuter une fois ou pas, etc. Ensuite, les thread groups, c'est ce qu'on appelle un scénario. Donc, si vous imaginez une application, qu'on reprendra l'exemple tout à l'heure, une application où vous allez, de manière très simple, créer un objet, une fois que cet objet est créé, vous allez pouvoir vous balader dans cet objet qui peut devenir assez riche, qui est assez complexe, qui a pas mal de sous-propriétés, etc. Donc, euh, dans ce cas présent, on peut très bien imaginer qu'il y a un scénario qui va être l'authentification, un scénario qui va être la création d'un objet, et un autre scénario qui va être le fait de se balader et balader et amender l'objet en ajoutant des informations, en enrichissant. Donc voilà, on va identifier différents scénarios, sachant que en fait, un scénario, on va pouvoir lui associer d'autres variables de configuration qui vont notamment permettre de distinguer l'activité propre à ce scénario pendant les stress tests. L'authentification, ce sont les applications que vous authentifiez une fois par jour, une fois toutes les semaines, enfin bref, peu importe. La création d'objets, si ça se trouve, vous allez en faire une fois par jour, deux fois par jour. Et la modification de cet objet, en fait, c'est quasiment 100% de votre activité sur la plateforme. Donc, il faut pouvoir, grâce à ces thread groups, définir combien de personnes quelle est la répartition de l'activité par scénario. Ensuite, l'objet principal d'un thread group, c'est ce qu'on appelle le sampler. Le sampler, grosso modo, c'est une action, c'est une requête HTTP. Voilà. Donc, ça représente, si vous voulez, l'élément principal, si je puis dire, du stress test. Les contrôleurs, donc en général, des samplers vont être rangés à l'intérieur de contrôleurs, mais c'est pas une obligation, vont permettre de donner de la logique à leurs éléments enfants, et notamment aux samplers. Donc on peut avoir un contrôleur tout simple qui permet simplement de grouper l'information lors de la remontée des rapports de stress test. On peut dire voilà tel scénario, on peut identifier des sous-actions dans un scénario, enfin dans un thread group. Mais on peut aussi dire ça c'est un contrôleur qui tourne en boucle, ou ça c'est un contrôleur qui s'exécute si telle variable vaut telle valeur, etc. Ça va permettre de grouper des éléments, mais aussi de rajouter une logique dessus. Les assertions, je pense que on sait ce que c'est une assertion, mais grosso modo, ça permet de tester le résultat d'une requête. Et donc, du coup, il y a plein d'assertions disponibles dans JMeter directement sur du JSON, puis XML, mais après, on peut aussi créer sa propre assertion. Les timers vont permettre de définir des intervalles de temps après une requête, entre toutes les requêtes d'un même contrôleur, et on va pouvoir aussi, si on le souhaite, définir une répartition plus ou moins mathématique, genre des gaussiennes, du logarithmique, etc. Sur ces timers. Ça permet de simuler, si on a envie, sur un contrôleur particulier, par exemple, que il y a une affluence peut-être en pic qu'on va répartir sur, 10 minutes, et puis on va avoir un pic où ça va être exponentiel ou asymptotique, peu importe, il y a plein de choses qu'on peut faire. Les config elements vont permettre de définir des variables. Ils vont aussi permettre alors je sais plus si c'est config element ou préprocesseur. Si config element, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de passer des cookies, des headers de manière globale sur votre requête notamment. Voilà.
Ensuite, vous avez des préprocesseurs, des post-processeurs. Un préprocesseur, c'est quelque chose qui va vous permettre de modifier un sampler avant qu'il soit exécuté et souvent de manière dynamique, c'est-à-dire bah voilà, s'il s'est passé ça, alors je vais modifier la requête suivante. Et les post-processeurs, c'est plutôt de l'extraction de données. C'est-à-dire que typiquement sur l'authentification, je vais faire une requête post vers la route de login et je vais créer un post-processeur qui va extraire du retour de de la réponse de cette requête, le cookie de session, le token JWT, etc. Et les listeners, je trouve, portent assez mal leur nom, mais grosso modo, ils vont surtout servir à modifier ou à extraire de l'information, faire du debug, créer des rapports personnalisés, etc. On va pouvoir afficher la liste des requêtes dans un tableau, dans un graphique, dans un arbre. Ça va, j'ai perdu personne pour l'instant, c'est pas trop indigeste. Très cool. Ça va. Alors, donc voilà, donc dernière partie, mise en place sur donc, le projet dont j'ai parlé dans le contexte. Une très rapide description de l'architecture, on va dire, de cette application. On utilise un SSO du client. On a ensuite une web app développée en Nuxt 2 qui va interagir avec deux API au travers d'un token JWT, dont les hashes sont partagés entre les deux API. Et ces API, non, bon bref, c'est un petit peu faux, je suis désolé. L'API 1 va interagir avec la base de données 1 et la base de données 2, et l'API 2 va interagir uniquement avec la base de données 2. Bon, ça change pas grand-chose sur ce que je vais vous présenter derrière, mais vous savez un petit peu comment ça marche. J'ai envie de dire, on est sur du protocole HTTP, donc au final, l'architecture, c'est pas non plus ce qu'il y a derrière, c'est pas le plus important, mais bon, ça donne un peu de contexte. Donc on a du coup fait la première étape de la stratégie, on va dire, de stress test. On a réfléchi à des scénarios. C'est très proche de ce que je vous ai dit. L'idée, c'était d'avoir deux scénarios principaux, donc en dehors de l'authentification, sur lequel j'ai un petit peu triché, je vous montrerai pourquoi. En fait, on va avoir un scénario de création d'objets. La création d'objets, c'est quelque chose d'assez court, et vu qu'il y a il y a beaucoup de travail qui est réalisé sur l'alimentation de cet objet, l'idée, c'est de dire, bon, on a une petite population qui va créer des objets, et une population plus importante, donc 10 fois plus importante, qui va modifier ces objets, enfin modifier, naviguer, donc prendre de l'information, lire les informations et aussi enrichir ces objets. Donc du coup, le graphique, si vous voulez, sur le temps d'utilisateurs concurrents, il va ressembler à ça. Une première pente d'augmentation des utilisateurs qui vont suivre le scénario de création, et ensuite, on reste toujours à valeur constante de 10. Et puis, quand on a atteint le seuil des 100 utilisateurs qui créent, des 10 utilisateurs qui créent, on va démarrer sur une pente plus importante, parce que sinon le stress test va durer beaucoup trop longtemps, une activité de lecture, enrichissement des informations. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, on arrive à un palier pendant un certain temps, qu'on voit comment cette application se comporte sur un palier, de 110 utilisateurs simultanés. Bon, pour nous, c'est 1500, mais dans ce cas-là, j'ai pris 110. Donc l'idée de faire varier les métriques de ces deux scénarios de manière différente, c'est-à-dire qu'on a une première, on appelle un ramp-up, c'est-à-dire une première montée en charge sur le scénario 1, et ensuite arriver au pic entre guillemets de ce scénario. D'ailleurs, on pourrait avoir un petit palier. On va déclencher un deuxième scénario. Ça permet aussi d'analyser en fait les retours pour voir un petit peu sur le premier scénario, on peut déjà commencer à identifier des requêtes qui ont été longues, etc. L'idée, c'est de séparer un petit peu les choses qui changent dans le temps pour qu'on puisse savoir à un moment donné qu'est-ce qui se passe, quelle peut être la cause des problématiques de performance.
Voilà. Donc, on a première montée en charge, deuxième montée en charge, un petit palier, et après les tests s'arrêtent. Alors, donc je l'ai pas dit, mais JMeter, c'est un outil, voilà, voilà, en grosso modo, hein, un plan de test, c'est un arbre dans lequel on va créer les premiers éléments qui sont les thread groups, et en dessous des thread groups, des samplers, des contrôleurs, etc. Donc, on peut faire clic droit, add, new sampler, on va renseigner la requête sur laquelle on veut taper, on va dire que c'est du pod, du guest, on va passer le JSON du payload. Bon, autant vous dire que sur plusieurs centaines de requêtes, c'est quand même très 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 long à faire. On veut faire des stress tests représentatifs et sur une grosse application qui plus est. Donc je vous avoue que j'ai été assez content de tomber sur une extension qui s'appelle BlazeMeter. Donc en fait BlazeMeter c'est une boîte qui a un business model autour notamment des stress tests et de JMeter et qui très gentiment a développé un enregistreur de requêtes. Donc en gros, c'est pas compliqué, je vais dans mon extension, je dis start recording et là je fais mon scénario et à la fin je fais stop recording et je peux exporter ça au format JMeter. Donc ça c'est quand même très 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 cool. Ça existe pour d'autres pour plein d'autres systèmes de test. Hein. Je sais que j'avais été sur Selenium à une époque. À mon avis, ça doit exister sur Cypress, peut-être sur Artillery. Enfin, quasiment sûr que ça existe. Donc, n'hésitez pas à rechercher ce genre d'outils. C'est quand même gagner beaucoup de temps. Alors, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'une fois qu'on a enregistré un scénario, il faut le merger en fait dans votre plan de test, donc l'ajouter à votre plan de test, harmoniser les variables d'API parce que voilà, une fois il va enregistrer API 1 avec une variable et API 2 avec une autre, et puis les différents scénarios n'auront pas les mêmes variables, donc il faut harmoniser tout ça. Il va falloir aussi dynamiser ce scénario parce que il faut que ça puisse vivre dans le temps. Donc notamment, il faut que tous les différents tokens JWT qui se sont succédés soient remplacés par une variable unique. Ce que je ne gérais pas dans mon scénario, qui est un petit peu compliqué que le SSO client, c'est l'authentification. En fait, j'ai dû mettre en place une routine, donc un troisième sous-scénario avec seulement un utilisateur simultané qui va constamment refresh grosso modo la session d'utilisateur, enfin obtenir un nouveau token JWT, le réinjecter dans les variables pour que les autres scénarios puissent bien se dérouler. Alors, donc du coup, si on reprend un petit peu l'exemple précédent, j'ai voilà ce refresh token qui est la mise à jour de la session, le refresh de la session, qui est donc le premier scénario qu'on voit ici. Le scénario create, qui est grosso modo constitué de phases le chargement de la page de création, si on peut dire, et la sauvegarde de l'objet. Et ensuite, le scénario de je me balade sur un objet, je lis et je saisis l'information. Ici, vous commencez à voir un petit peu l'arbre dont je vous ai parlé. Ça, c'est la racine. Ici, on a une définition des headers globaux à toutes les requêtes. On va définir des variables. Tout ça, c'est plus ou moins vide. Ici, on a un premier contrôleur qui va se lancer qu'une seule fois, qui va initialiser le token JWT. Si on a un contrôleur en boucle, qui va tourner indéfiniment. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le détail après. Ça, c'est la vue d'ensemble. Donc, les variables, grosso modo, les variables du plan de test, donc ça, c'est les valeurs par défaut, se définissent là, comme ça. En fait, une fois qu'on a cliqué sur User Variables, vous avez un espèce de tableau que vous pouvez compléter. Donc, j'ai mon API 1, mon API 2, ma web app. J'ai du coup le premier token, donc c'est là que j'ai triché un peu sur l'authentification, c'est que ce premier token, à chaque fois que je vais lancer un stress test, je me log à l'application, je récupère le token JWT et je le mets ici. Voilà, ça me permet d'avoir un premier token qui a une durée de vie d'une demi-heure, et après il va être rafraîchi au fur et à mesure.
Et ensuite, en fait, on a des informations qui vont nous permettre de réaliser, grosso modo, la montée en charge qui est ici. Donc, combien d'utilisateurs on a au maximum sur ce scénario, quelle est la vitesse de montée en charge, quelle est la durée de ce scénario, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est la durée totale, le nombre d'utilisateurs qui font de la création, le nombre d'utilisateurs qui vont faire de la modification, etc. Voilà. Ensuite, un thread group. Donc un thread group, comme je disais, ça représente un scénario. Donc là, typiquement le scénario d'édition des objets. On va pouvoir lui dire comment on se comporte suite à une erreur. On va pouvoir peut-être s'arrêter, arrêter complètement tout le test, redémarrer de zéro, etc. Donc nous, grosso modo, on ignore les erreurs, on continue. Et ensuite, quelles sont ces métriques, hein, donc le nombre d'utilisateurs, la vitesse de montée en charge. On va pouvoir définir un scénario comme étant infini ou comme se répétant un certain nombre de fois. Donc nous, l'idée, c'est il se répète jusqu'à la fin des stress tests, jusqu'à la fin de sa durée, grosso modo. Du coup, il va démarrer avec un certain délai. Donc ce délai, c'est d'attendre que le scénario de création soit arrivé à son plateau. Et il va durer un certain temps. Il va durer jusqu'à la fin, grosso modo. Ensuite, du coup, je vous montre quelques composants intéressants. Donc le système de rafraîchissement de la session, donc du token JWT, il se passe en deux fois. La première, c'est uniquement d'aller d'aller injecter une propriété dans le plan de test. Donc pour ça, j'ai créé un sampler qui n'est pas une requête, qui est un bin chain sampler. Donc grosso modo, vous avez je sais pas quel langage c'est, je pense que c'est un langage propre à JMeter. On va pouvoir faire un prompt.put de token et dedans, on va lui injecter la variable du first token. J'utilise des propriétés parce qu'en fait, les propriétés sont, on va dire, grosso modo, sont des variables globales, alors que les variables peuvent ou non être partagées par les différents scénarios. Et donc, voilà, c'est une bonne pratique d'utiliser des propriétés dans ce cas-là. Voilà. Et puis derrière, je vais le détailler, on va avoir une boucle infinie qui va rafraîchir ce token. Donc pour faire ça, je vous montre un petit peu l'élément de configuration de base qui permet de gérer les headers. En fait, on va faire une requête au endpoint d'authentification en passant le token ici, qui est la propriété token qu'on a injecté précédemment. Et derrière, je vais vous montrer, on va extraire de l'information pour pouvoir récupérer les valeurs et mettre à jour le token. Donc, une fois que j'ai reçu la réponse, je vais utiliser un post-processeur qui est fait pour, qui est en gros c'est un post-processeur qui va parser les headers. Voilà. Donc, j'ai créé mon post-processeur qui est basé sur un système de regex. Je lui dis qu'il doit extraire des données dans les headers de la réponse. Vous voyez ma souris quand je me déplace? Ouais. On l'a. Ouais. Donc voilà, les headers de la réponse. Je vais injecter dans la variable new token le résultat du regex match de x new token. En fait, l'application qu'on a développée, quand un token est arrivé à échéance, plutôt que d'en faire un refresh, on va générer un nouveau token qu'on va utiliser pour faire les requêtes suivantes. Voilà. Donc s'il n'y a pas de x new token, je lui donne no token. Okay. Donc ça c'est l'extraction d'une variable qui vient de la requête d'authentification. J'aurais pu prendre n'importe quelle requête, donc toutes les requêtes vont retourner un nouveau token quand le token sera expiré. Et ensuite je vais avoir un deuxième post-processeur qui est aussi en bin shell, comme celui d'avant, qui lui va vérifier que on a récupéré une variable qui s'appelle new token, hein, donc c'est celle dans laquelle j'injecte la valeur de ce que je reçois en header. Si cette variable elle ne vaut pas no token, donc en gros si j'ai bien récupéré un header, je vais injecter dans ma propriété token, qui est celle que j'utilise pour faire toutes mes requêtes, le nouveau token.
Et puis après, j'ai un constant timer tout bête qui attend 5 secondes, parce que ça sert à rien de faire une requête toutes les secondes. Je pourrais même la faire toutes les 10 minutes, ce serait pareil. Donc ça me permet juste de mettre en pause pendant 5 secondes avant de recommencer toute la boucle. Voilà. Ensuite, d'autres composants intéressants. Quand vous créez un objet, je sais pas, si on prend le cas d'un utilisateur, vous avez une contrainte unique sur l'adresse email. Et dans vos stack tests, vous pouvez pas, il faut rendre dynamique, notamment l'email de création de l'utilisateur. Donc pour ça, vous avez des éléments de configuration que vous pouvez associer à vos scénarios. Pardon. Voilà. Donc ici, j'ai un object count. Donc ça me permet par exemple de créer user 1, user 2, user 3, user 4, etc. Et un random object. Parce que, en fait, si je lance 2 stress tests, je vais redémarrer à 1, et du coup, vu qu'il y aura déjà user 1, je serai U. Donc, en fait, j'ai une clé random qui va être utilisée pour ce scénario. Et ensuite, j'ai un incrément par-dessus cette clé qui me permet de créer, je sais pas moi, ABC user 1, ABC user 2, ABC user 3, et au stress test d'après, XYZ user 1, XYZ user 2, etc. Voilà. Donc ça, c'est le counter. Ça, c'est le random int. Donc ça génère une valeur aléatoire entre 1 et je sais pas combien. Et du coup, ces variables, ici, à chaque fois, j'ai un variable name. Je vais pouvoir les injecter dans ma requête. Donc ici, j'ai la requête post qui crée mon objet. Donc, je ne devrais pas passer l'ID, on est d'accord. Je vais pas bien modifier. Et bon, là j'ai pris un exemple de voiture, mais grosso modo, je pourrais mettre dans le name, qui est unique, ma clé random et mon compteur. Voilà, comme ça, je peux avoir un stress test avec un payload généré dynamiquement qui me permet que ça plante pas, tout simplement, sinon je vais me taper que des 500 dès que je vais rencontrer une clé qui existe déjà. Voilà, donc ça c'est comment on construit le stress test. Ensuite, à la fin, quand le stress test se termine, l'estimateur va générer un rapport générique qui est déjà très riche et qui va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Ce rapport, il prend la forme d'une archive, grosso modo, d'un répertoire avec un index.html et des ressources. Donc en gros, c'est un micro site web que vous allez pouvoir regarder. Il y a plusieurs onglets, il y a des graphiques, des tableaux. Donc là, je vous montre un tableau intéressant. C'est un tableau qui référence toutes les requêtes, pas uniques, c'est-à-dire si vous avez des valeurs dynamiques, ce sera agrégé au niveau de la même requête, qui va vous dire le nombre de samples, donc d'appels que vous avez fait, le nombre d'erreurs que vous avez eu, du coup le pourcentage d'erreurs, le temps moyen de réponse, le temps minimum, le temps max, et puis des trucs un peu plus intéressants, les 90, 95, 99 percentiles. Donc, en fait, en faisant un sort sur ce genre de colonne, vous allez pouvoir identifier les requêtes qui sont les plus longues en général. Voilà. Et donc, c'est un bon moyen de dire, ok, on va prendre cette requête-là, on va regarder ce qui se passe, on va essayer de simuler et tout. Il y a un fichier CSV qui est exporté aussi, qui va vous lister vraiment tous les appels qui ont été faits, toutes les informations, le code retour, etc., etc. Et puis voilà, là c'est un autre exemple d'output, de graphique qui se trouve sur ce rapport. Là c'est le average response time, donc c'est le temps de réponse moyen, n'est-ce pas, en fonction du temps. Bon là je suis sur une zone, j'ai fait un zoom sur une minute, grosso modo, donc mais ici on voit excusez-moi, pardon. On voit que clairement ici il y a une requête sur laquelle on va taper du 30 secondes, c'est des millisecondes, alors que grosso modo les autres, même si certaines prennent quand même pas mal de temps, 5-10 secondes, sont largement en dessous. Donc clairement on identifie que cette requête-là, elle monte en charge et puis après elle prend quand même pas mal de temps.
serait bien d'aller regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que va vous donner Gmeter. Mais pendant que vous faites vos stress tests, ou a posteriori, il n'y a pas que ça qu'il va falloir regarder. Il va aussi falloir regarder les ressources, enfin, les résultats des statistiques d'usage des ressources de l'infrastructure dans laquelle vous avez fait vos stress tests. Donc ici, je vous donne un exemple, c'est la consommation de CPU et le système Node. Et ce fichier, il est cette capture d'écran est assez intéressante. Vous voyez qu'on atteint clairement et très rapidement, enfin assez rapidement, un palier à 60% de consommation de CPU sur les 2 serveurs applicatifs. Ça, c'est les bases de données, elles sont plutôt pépères. Et donc, en fait, là, il y a 2 cas. Soit vous tapez 100% sur une ressource, donc le CPU de la base de données, le CPU de votre serveur applicatif, la RAM, etc. Donc, vous savez que, a priori, enfin, si en plus de ça, vous avez eu des temps de réponse dégueulasses, c'est que votre application sature au niveau de votre RAM, de votre CPU, etc. Donc, c'est votre fameux facteur limitant. Là, c'est pas compliqué, c'est du CPU. On voit qu'on arrive à 100%, donc on va travailler sur, grosso modo, simplifier les algorithmes, regarder le code et l'améliorer. Ici, c'est un peu différent, on tape 60%, mais pas 100%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un palier comme ça, là, ça veut clairement dire qu'il y a un facteur limitant, parce que sinon on continuerait d'augmenter jusqu'à atteindre le 100%. Mais ce facteur limitant, on le voit pas. Et dans ce cas-là, je vous le dis, en fait, les bases de données, elles sont tranquilles, mais en fait, il y avait une limitation au niveau du nombre maximum de requêtes simultanées à la base de données. Donc effectivement, elle était vraiment pépère, hein, parce que on avait limité le nombre d'accès, qui fait que ça crée ici un palier. On peut en général s'en rendre compte quand en fait le système load augmente alors que le CPU reste constant, c'est que on n'utilise pas plus de ressources, mais on a plus de process qui sont en attente. Le système load, ça représente pas mal des process en attente. On a de plus en plus de process en attente et on n'atteint pas le palier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne répond pas, qui bloque, etc. Ça peut être aussi des API. Si vous utilisez des API tierces, si les API mettent du temps à répondre, vous n'avez pas consommé du CPU, pas de RAM ni rien, mais en fait, vous allez quand même avoir des temps de réponse qui sont pas bons. Voilà. Donc ça c'est Grafana. Je sais pas quel est l'outil de monitoring des ressources qu'ils ont utilisé. Il y en a plein. C'est quand même très très utile d'avoir ce genre de choses parce on peut voir a posteriori. On n'est pas obligé d'aller surveiller, faire un top en direct pendant tous les stress tests pour voir comment ça se passe. Mais vous allez aussi devoir, avec l'aide des DevOps, si vous travaillez avec des DevOps, regardez pendant les stress tests ce qui se passe. Regardez les slow logs de MySQL. Regardez si vous n'atteignez pas des limites, enfin, si vous n'avez pas des messages d'erreur ou des messages d'alerte dans les logs de FPM pour dire attention, il y a trop de workers qui sont lancés. Voilà. Donc c'est regardez dans MySQL combien de connexions vous avez en simultané, combien de requêtes simultanées et tout. Donc ça, c'est une autre source d'information qu'il va falloir aller chercher pour comprendre ce qui se passe. Et là, je vous donne, c'est la dernière slide. Je vous donne plus ou moins un petit peu comment ça s'est passé jusqu'à présent sur ces stress tests. Donc, première optimisation qu'on a dû faire, c'est les index en base de données, assez classique. Hein. Nous, on va mettre les index de clés étrangères, les index uniques. On va réfléchir un petit peu aux index qu'on va pouvoir mettre sur des colonnes classiques, mais difficile de savoir quel index il faut créer avant de générer beaucoup de charges. Donc, en général, les premières optimisations, ça sera des index. Et puis après, une fois qu'on a géré sur un index, on a tout de suite tapé les 100% de CPU, on est allé faire des optimisations de code, notamment éviter de faire trop de requêtes N+1, trop de boucles. Voilà. On est allé ensuite augmenter le nombre de requêtes simultanées PHP qu'on pouvait traiter.
parce que en fait euh, on s'est rendu compte que on avait très vite une limite et qu'on avait encore beaucoup de mémoire et c'est la mémoire qui est il faut de la mémoire pour rajouter des threads, on avait encore de la mémoire donc on a rajouté. On s'est rendu compte, c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'avait pas assez de transactions MySQL disponibles. Et puis ensuite on a recréé des index de base de données et puis on a refait des optimisations de code. Voilà. Donc, en fait à chaque facteur limitant qu'on identifie, on va faire des optimisations de nature différente. Voilà. Ça sert à rien d'aller faire un code qui est ultra clean, ultra optimisé, parce que si vous voulez tenir votre charge, il faut une réflexion d'ensemble et une réflexion itérative. Voilà, j'ai terminé. J'ai à peu près tenu le timing, je suis content. Est-ce que vous avez des questions? Bravo Kevin, merci, c'était trop bien. Ça donne envie d'en faire tout le temps maintenant sur tous les projets, c'est super. Moi j'ai des petites questions. Du coup, si je comprends bien, au final, c'est des tests que tu vas lancer manuellement toi-même depuis ta machine et que tu fais durer le temps que tu souhaites, non? Ok. Alors non, parce que je me suis rendu compte que ma machine ne permettait pas de faire des stress tests dans des bonnes conditions. Alors, pour quelle raison, je sais pas, mais il faut quand même, pour générer 1500 indicateurs simultanés, il faut quand même une bécane c'est pour ça, costaud. Et puis surtout, quand je lance un stress test, ça va durer 1 heure et j'ai pas envie de bloquer. Donc du coup, je me suis pris une instance AWS. Ok. Sur laquelle j'ai installé JMeter et puis en fait je peaufine mon scénario, je le modifie si nécessaire, notamment quand on modifie l'application, il faut modifier le scénario. Je le peaufine sur mon poste, je fais un test, ensuite je le charge sur la machine AWS et je lance. D'accord. Ok, très clair. Et c'est quelque chose que vous prévoyez de lancer de manière récurrente ou vous l'avez fait au début du projet pour stabiliser ou vous pourriez le faire par exemple Alors là on est encore ouais, non, pour être tout à fait honnête, on est toujours dans l'amélioration. On va dire la première amélioration. Je pense qu'une fois qu'on aura atteint cette charge de manière assez sereine, enfin la charge, l'objectif, on va le lancer peut-être à chaque release en prod, avant chaque prod, des trucs comme ça. Ok. Ok, ouais, et donc du coup, tu l'exécutes sur un serveur de recettes. Tu les exécutes sur les serveurs de recettes, les stress tests, tout sur la prod. Alors, idéalement, clairement pas la prod. Mais pour des raisons obscures, il y a des moments où on a dû l'exécuter sur la prod pour en fait pour rassurer le client de se dire oui, en fait de toute façon les 1500 ils seront sur la prod, donc moi je veux être sûr que ça va marcher sur la prod. On a fini par obtenir une pré-prod qui était ISO prod. À quelques couacs de configuration près, mais oui, clairement, vaut mieux le faire sur la prod. Parce qu'en fait, sur la pré-prod, à moins que tu sois, non, il faut pas le faire sur la prod parce que tu peux dire que tes stress tests, tes scénarios vont supprimer tes données derrière. Ouais. Ils vont faire tomber la machine. Mais bon, voilà. Tu peux la machine de prod, donc ça veut dire que, c'est pas conseillé en tout cas. Ok. Bon. Super, Kevin, merci. De rien. Après, juste pour info, je rebondis là-dessus, on a fait des stress tests, alors c'était pas avec JMeter, pour un client là, à TCM Paris récemment. Là, c'était vraiment que des tests de charge qui ne créaient pas de données. Donc, on va juste faire des appels de transactions très simples avec beaucoup d'utilisateurs sur des protocoles de WebSocket, etc. Et là, on l'a fait sur le serveur de prod parce que c'était un nouveau serveur de prod entre guillemets. On voulait s'assurer que ça fait la charge. On l'a fait dessus. On a pu se permettre de faire dessus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi je voulais savoir, pour le projet là que tu nous as présenté, sans vraiment dire c'était lequel, ça je comprends, mais c'est une demande du client, c'est stress test, ou ça a été... La demande du client, demande du client, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. C'était vraiment dans le cas de cette... Ok, très bien. Voilà. Et donc, en fait, on se débrouille un petit peu comme on... Voilà, on se débrouille un petit peu comme on veut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les non-functional requirements. C'est
des demandes qui ne sont pas des fonctionnalités, mais ça va être typiquement ce qui est responsive, le temps de chargement des pages, etc. Et donc oui, on nous a pas dit faites des stress tests, mais quelque part C'était moi sous-entendu. c'était un peu la seule réponse, quoi. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, je pense que ça a mis du temps à monter en compétence sur cet outil ou je suis parce pas que je voyais tu vois, un langage de scripting et tout. Je sais pas si c'est bien documenté, etc. non, c'est très bien documenté, mais j'estime pas être vraiment monté en compétence aujourd'hui. Là, ce qu'on fait, c'est quand même assez simple, hein, grâce à l'extension qui enregistre. C'est un peu de contrôlage sur. On va remplacer quelques variables, etc. C'est pas complexe ce que j'ai fait. Donc c'est vrai que le plus complexe c'est le scripting, mais bon, je trouve plein d'exemples et tu les adaptes. Ouais. Ok. Donc non, franchement, ça a été assez simple. Au début, j'ai eu vraiment peur. Donc, je me suis dit, oulala, j'y mets peur parce qu'il faut que je crée toutes mes requêtes, ça va être compliqué. Et puis après, finalement, c'est allé assez vite. Comme souvent, hein, c'est toujours comme ça. En fait. Ouais. On connaît pas. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être juste terminer sur un truc, enfin deux. J'ai pas parlé d'autres outils de stress test. Il y en a d'autres. Il y en a qui peuvent même prendre la place des utilisateurs côté front. Le choix sur ce projet, c'est que côté front, on n'avait pas les marqueurs suffisants, le plan de tagage suffisant pour générer des stress tests utilisateurs en disant bah voilà, tu cliques ici, tu fais ci, tu fais ça, etc. Il y en a d'autres qui sont plus adaptés à d'autres langages, genre artillery.io est quand même bien fait pour tester Node.js et des choses comme ça. Mais bon, faut pas hésiter à regarder un petit peu ce qu'il y a, à choisir aussi la bonne solution. Mais pour moi, l'existence d'une extension qui enregistre les scénarios, c'est quand même un critère de choix, parce que ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Surtout si vous êtes en phase de développement actif, où les endpoints vont changer, faut régénérer les scénarios, etc. Et dernier sujet, j'ai déjà communiqué plusieurs fois là-dessus. N'oubliez pas qu'il y a des failles de sécurité Symfony et PHP qui sont sorties. Je compte sur vous pour faire le tour de vos projets avec les lead tech de vos équipes pour voir si vous êtes concerné par la faille, pour comprendre l'action corrective qu'il faut faire. Pas compliqué. Vous avez juste à rebuild une image si vous faites du Docker, ou à mettre à jour la version de PHP et mettre à jour la version de Symfony. Si vous êtes en Symfony 3, effectivement, ça va être compliqué. Mais bon, en général, ça se passe assez bien. Mais faites-le et parlez-en à vos clients. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit faire gratuitement. Même normalement, c'est pas le cas. Donc en plus, voilà, ça génère du chiffre d'affaires. Donc voilà, gérez-le, communiquez dessus, parce que quoi qu'il arrive, si jamais on se fait, il y a une exploitation de cette faille-là sur un de vos projets, vous n'avez pas communiqué dessus, vous allez passer un petit peu pour des rigolos. Donc à minima, communiquez dessus, prévenez votre client qu'il faut le faire, planifiez-le, vendez-le et contactez l'ADT ou les lead tech de votre équipe. C'est pas compliqué, il faut juste le faire. Voilà. Bon, je vous remercie tous pour votre écoute active et vos questions. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci Kevin, ciao ciao. Merci beaucoup. Merci. Salut.